Des salles de classe vides, des élèves dispersés dans la cour de l'école. Voici le décor que présente le lycée municipal de Koumassi ce mercredi 13 décembre. Les cours sont perturbés par certains élèves. Ils ont cassé l'enceinte du lycée municipal 1 et 2. Bon, vraiment, ce ne sont pas des gestes vraiment louables. Nous évitons ces dégâts que certaines personnes se disent élèves viennent casser les biens scolaires que l'État met à notre disposition pour que nous soyons sincèrement à l'aise dans l'établissement. Le lycée municipal de Koumassi devrait abriter une cérémonie sur la citoyenneté et le civisme qui malheureusement n'a pu se tenir à cause des jets de pierre. C'est un dommage pour vraiment nos jeunes élèves de maintenant. Et nous voulons en profiter de cette occasion pour dire que le ministère de l'Éducation nationale a un calendrier. Il ne faudrait pas que ces élèves-là, eux-mêmes, se fassent auteurs des congés parce qu'ils ne sont pas le ministère de l'Éducation nationale. Et nous leur disons que l'école, c'est pour eux. L'école est faite pour qu'un élève puisse apprendre et pas pour être un vandale. Dans une déclaration ce mardi 12 décembre, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle avait déjà invité les élèves au strict respect de la date du 22 décembre prévue pour les congés de Noël. Selon la ministre Kandia Kamara, les perturbations, si elles continuent, auront des conséquences négatives sur le temps d'apprentissage et sur les résultats scolaires. Alangwa et Ngbessou font partie des villages du département de Tébissou frappés par les travaux de construction du barrage de Kossou. Déplacés sur les mêmes sites dans la commune de Yamoussoukro en 1972, ces deux localités ont été obligées de se fondre en un seul village. Un village doté d'habitations modernes et d'une école primaire de 6 classes. Malgré ces faveurs venues du projet de l'aménagement de la vallée du Bandama, la population ne s'endort pas sur ses lauriers. La mutuelle de développement et certains cadres luttent pour le progrès de leur localité dans le développement. L'accroissement de la population de ce village déplacé rejaillit sur sa petite école qui enregistre aujourd'hui un effectif global de 320 élèves, d'où l'ouverture d'une cantine scolaire en 2016 par l'ONG Ivoiro-Suisse. Ma soeur, depuis 40 ans, est mariée à un Suisse, donc a créé ce lien naturel entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Et de ce fait, nous nous fréquentons. Et ces fréquentations ont permis de pouvoir constater que nous avons des parents qui sont dans des conditions difficiles. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de l'ONG Ivoiro-Suisse. Les cadres ont intensifié leurs relations avec cette ONG pour la construction d'un second bâtiment de 3 classes. Les travaux ont été réalisés sur cofinancement à hauteur de 15 millions de francs CFA. Les populations du village de Kotouba, village situé à environ 14 km d'Odiné, peuvent danser et chanter. Leur village vient de bénéficier de l'éclairage public. Les habitants de Kotouba, à travers leur porte-parole, ont tenu à traduire toute leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Leur village amorce ainsi le chemin du développement. C'est la fête de la lumière. Il fallait qu'on célèbre cette fête-là pour montrer aux populations, aux autorités que nous ont gratifiés de cette électrification, qu'on est vraiment content, on est honoré du don que nous ont fait. La mise sous tension s'est faite en présence du corps préfectoral, des élus et cadres du village, mais également en présence du ministre Gawusu Touré, fils de la région par ailleurs, parrain de la cérémonie de la fête de la lumière à Kotouba. Il a exhorté les jeunes du district du Denguélé à éviter d'être des migrants irréguliers. Faire une sensibilisation intense au niveau de nos jeunes pour qu'ils ne quittent plus ces régions-là à la recherche d'hypothétique bien-être ailleurs. Et pour nous, cela ne peut se faire que si nous nous engageons pleinement pour que les immenses potentialités que nous avons ici, surtout en matière rizicole, qu'on puisse les transformer pour que les jeunes puissent travailler. La présence du ministre Gawusu Touré à Kotouba, saluée par les élus et les populations. Ce qu'il dit, il le fait. S'il ne peut pas être dit carrément, je ne peux pas le faire. Nous sommes très heureux aujourd'hui de voir que le ministre Gawusu Touré a accepté d'être le parrain de cette cérémonie. Nous ne pouvons qu'être très heureux et lui dire merci. L'occasion pour le parrain de procéder à la pose de la première pierre du centre de santé du village de Kotouba. Des jeunes Ivoiriens s'engagent dans la lutte contre la pauvreté à travers une plateforme Diaspora Africa Digital.
Ils veulent mettre en relation les jeunes entrepreneurs qui ont de beaux projets mais qui n'ont pas de financement, avec des structures financières basées en Europe et prêtes à appuyer les initiatives de ces jeunes visant à lutter contre la pauvreté. Ces étudiants porteurs de projets sont optimistes. C'est pourquoi ils invitent leurs camarades à adhérer à cette plateforme. On a décidé de mettre en relation des entrepreneurs locaux donc qui maîtrisent mieux le marché local avec des investisseurs de la diaspora qui ont des moyens. Donc la particularité bien sûr de ces entrepreneurs, c'est qu'ils n'ont pas de moyens mais ils connaissent le marché. Et les gens de la diaspora ont des moyens mais ne connaissent pas le marché. Donc on fait une mise en relation pour que ces deux entités puissent entreprendre en Afrique ensemble. Pour que ce projet atteigne sa vitesse de croisière, un bureau a été installé à Abidjan. Les membres vont se mettre à la disposition des jeunes de Côte d'Ivoire et pourront les orienter. Je suis entrepreneur, j'ai une idée d'entreprise, j'ai un projet. Je le soumets sur la plateforme digitale diasporafrica.com. L'investisseur qui est à l'extérieur regarde s'il est intéressé par le projet et même l'intention et investit dans ce projet-là. Les Awas de la diaspora est une plateforme de jeunes étudiants qui optent pour la création de leurs entreprises afin de devenir des leaders de demain. Dans cette distillerie du Yorkshire, on ne fait pas que brasser de la bière, on évite aussi le gaspillage alimentaire. C'est ici que l'on fabrique la Toast Ale, eau, houblon, levure et un ingrédient surprise. On prend des restes de pain qui ont été jetés et qui autrement iraient à la poubelle. Et on remplace le malt, qui est le sucre qu'on recherche, avec du pain. Cette usine de sandwich à Londres est l'un des fournisseurs de Toast Ale. Derrière la marque, une entreprise chasse le gaspillage, car au Royaume-Uni, près de la moitié du pain finit à la poubelle, c'est-à-dire 900 000 tonnes chaque année. C'est le produit alimentaire le plus gaspillé, y compris à la maison. Cette bière s'est déjà glissée dans la carte de certains pubs, presque inaperçue. Si vous ne m'aviez pas dit que c'était à partir de restes de pain, je n'aurais vraiment pas deviné. Une recette qui s'exporte maintenant vers des brasseries à New York, Rio ou encore le Cap. Rien qu'au Royaume-Uni, près de 10 tonnes de pain ont déjà été utilisées pour produire plus de 300 000 bouteilles. 13 décembre 1981, le général Jaruzelski proclame l'état de guerre en Pologne. Cette tentative de prise en main par le pouvoir communiste va en fait accélérer la décomposition du monde soviétique. Le triomphe de Lech Wałęsa et les grévistes des chantiers navals après la signature des accords de Gdansk le 31 août 1980 est de courte durée. Solidarnosc, qui réunit l'ensemble des nouveaux syndicats libres, soit 10 millions d'adhérents, obtient le 9 novembre 1980 la reconnaissance du gouvernement inféodé à Moscou tout en étant dispensé de faire allégeance au Parti communiste. Mais le calme ne revient pas pour autant. De l'autre côté de la frontière, les troupes du pacte de Varsovie multiplient les manœuvres menaçantes. Cependant que le chef du parti, Stanislas Kania, et le ministre de la Défense, le général Jaruzelski, se rendent à Moscou pour s'entretenir avec le tout-puissant maître du Kremlin, Léonid Brejnev. Les grèves se multiplient dans le pays et le malaise n'est pas dissipé par l'inauguration consensuelle du monument aux victimes de la répression du 15 décembre 1970 à Gdansk. Le gouvernement doit faire face à une situation économique désastreuse. Il y répond par des augmentations de prix sur les produits alimentaires et par un allongement de la durée de travail des ouvriers. Réuni en congrès, Solidarnosc n'arrive pas à faire, dans le même temps, défendre les ouvriers contre le régime et prendre en considération les intérêts de la nation. L'Église catholique également, très influente, est aussi embarrassée. Le 18 octobre 1981, le général Jaruzelski, qui depuis le 9 février 1981 assumait déjà la fonction de Premier ministre en sus du ministère de la Défense, évince Stanislas Kania. Il prend sa place à la tête du parti. Le voilà désormais tout-puissant. C'est ainsi que dans la nuit du 12 au 13 décembre 1981, la milice et la police instaurent l'état de guerre. Les chars de l'armée bouclent les rues. Lech Wałęsa est arrêté, de même que beaucoup d'autres leaders de l'opposition, intellectuels et syndicalistes.
Le syndicat Solidarnosc est suspendu. Le général Jaruzelski assurera plus tard, dans ses mémoires, avoir agi dans l'intérêt supérieur de la nation pour dissuader les soviétiques d'intervenir eux-mêmes. Il est vrai que cette crainte a été largement partagée par le pays et en Occident, même si elle apparaît a posteriori surestimée.